comme dit la chanson des partisans, nous étions sûrs que chaque fois que l'un de nous tombait, un autre se relevait. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. C'était comme cela que nous avons vécu cette période difficile. Après le 27 mai 1943, date qui pour moi est historique, malheureusement pas suffisamment informé dans les lycées et les collèges pour l'éducation nationale, le sens de sa nature, importance historique. Le 27 mai 1943, le jour où est né le Conseil national de la résistance, toutes les organisations présentes sous la présidence de Jean Moulin ont décidé d'en finir avec la dispersion et de s'unir tous ensemble pour un mouvement de résistance unique, avec une autorité unique pour être plus efficace, pour mieux résister à la répression de l'ennemi et continuer la lutte. Ce fut, je m'en souviens, j'avais 16 ans, entre 16 et 17 ans, juste un peu avant mon 17e anniversaire, le jour de mon arrestation par la Gestapo qui m'a conduit dans un camp d'amour à Mauthausen en Autriche. Mais je me souviens de l'enthousiasme qui était né de cette décision du Conseil national de la résistance, qui unifiait tout le mouvement, toutes nos forces, nous faisait lancer un défi aux nazis et à leurs alliés en France pour faire face à la situation. Nous étions, c'est vrai, dans une situation où après la bataille de Stalingrad, où le maréchal von Paulus, envoyé par Hitler pour prendre la ville de Stalingrad, avait été battu complètement et avait dû abdiquer. Nous étions aussi, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, et nous étions dans une période à ce moment-là où nous pensions que l'idée selon laquelle, qui existait dans une partie de la population, selon laquelle Hitler risquait de gagner la guerre, cette idée, à ce moment-là, s'est effondrée. Pour 3 raisons. Stalingrad, l'Afrique du Nord et l'unification du mouvement de la résistance intérieure en France. Donc c'était la résistance unie qui allait avoir une importance beaucoup plus importante que ce que jusqu'à maintenant l'ennemi pensait de nous. Nous avons donc vécu à ce moment-là une sorte de stimulation générale de notre résistance. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé le débat au sein de cette résistance unie, de la discussion du programme du Conseil national de la résistance, qui prolongea les réformes du Front populaire, qui avaient été stoppées par la Deuxième Guerre mondiale, et qui devint, au fond à la longue, au fil du temps, ce programme du Conseil national de la résistance devient le modèle social français. On peut discuter de ces différentes appellations. Le modèle social français, ça laisse supposer une institution de l'État. Alors que c'était autre chose. Au départ, c'était le résultat de la lutte dans la résistance intérieure française, des besoins et des aspirations du peuple qui participait à cette lutte. Mais enfin, gardons cette appellation du modèle social français. Il avait prévu, le programme du Conseil national de la résistance, je ne veux pas épiloguer, ça serait trop long d'épiloguer, citant toutes les choses qu'il avait envisagées. Mais enfin, on se souvient surtout de la sécurité sociale, le droit à la santé pour tous, sans distinction de classe, ni sans distinction de race, ni de nationalité. La retraite par participation, la réglementation du travail, des comités d'entreprise et diverses nationalisations d'entreprises, de banques, d'assurances, etc. Bref, un programme que l'on pourrait qualifier de justice sociale, et si on avait attendu quelques années plus tard, on aurait pu le qualifier, ce programme, de programme qualifié d'humain d'abord, comme c'est le titre du programme du Front de gauche. Depuis qu'il est survenu, cet événement a été l'objet
de nombreux commentaires au Conseil national de la résistance et son programme. Des commentaires positifs, négatifs et hostiles. Il a donné lieu à diverses opinions à ce sujet. Il est naturel que ces opinions, dans des circonstances du genre de celles que nous vivons aujourd'hui avec cette élection présidentielle, que ces opinions refassent surface. C'est ce qui se produit. Chacun parle du programme du Conseil national de la résistance selon l'opinion qu'il a depuis le début. Alors il y a ceux qui, comme Sarkozy ou Laurence Parisot, présidente du MEDEF, et bien d'autres de la droite extrême, ou d'autres encore du centre, estiment que le coût du travail est excessif, que l'harmonie sociale de l'Europe implique la réduction de ces dépenses, du coût de travail trop excessif, à commencer par la révision du modèle social français, qui, de leur avis, est beaucoup trop cher pour permettre l'équilibre économique et social à l'échelle européenne. Le moment est venu de le détricoter, a déclaré un haut responsable du patronat. En vérité, ils ne l'ont jamais accepté, ce programme du Conseil national de la résistance. Ils ont toujours essayé de le détruire. Il a fallu toujours le défendre. Nous y sommes parvenus dans une certaine mesure, mais pas intégralement. Du temps où j'étais syndicaliste, avec des responsabilités importantes à la CGT, je crois que j'ai passé les 2/3 de mon temps à lutter pour préserver de toute altération ou remise en cause du programme du Conseil national de la résistance, du modèle social français. Et il y a ceux qui, comme le Front de gauche et son candidat, Jean-Luc Mélenchon, comme Raymond Aubrac, que nous avons eu la douleur de perdre ces jours derniers, que j'ai bien connu dans la lutte que j'ai menée, pour qui j'ai travaillé lorsqu'il a créé le modèle de résistance de la Libération Sud. J'étais à ce moment-là à Toulouse, et Libération Sud de Lyon à Toulouse avait énormément besoin de ce dont je m'occupais, c'est-à-dire, dans une imprimerie clandestine, fournir des passeports, des cartes de visite, des livrets de naissance, des livrets de famille, des certificats de baptême pour les enfants juifs, pour les soustraire à la recherche, s'évader du côté de l'étranger pour ne pas être arrêtés par la police et déportés dans les camps de la mort où ils étaient exterminés. Alors, il a fallu donc, avec Aubrac, que j'ai retrouvé par la suite après la libération, convenir, et que j'ai rencontré souvent dans une activité qui nous était commune, d'aller parler dans les lycées et les collèges de notre passé dans la résistance, et en ce qui me concerne, dans la déportation, pour instruire les nouvelles générations de ce qui s'est vraiment passé dans cette époque, dont les manuels scolaires ont oublié de plus en plus d'entretenir les enfants pour leur permettre de comprendre le sens vraiment de notre histoire nationale, car il ne s'agit pas simplement de parler des atrocités qui se sont passées dans les camps d'extermination nazis, il s'agit aussi de savoir comment le nazisme est arrivé à cette ignominie, à cette monstruosité que fut le nazisme pour la France et pour toute l'Europe. Et bien là, je regrette de constater en ce moment que le manuel scolaire oublie complètement d'instruire nos nouvelles générations de cette vérité qui concerne pourtant notre histoire nationale la plus sensible, la plus dure que nous ayons eu à connaître au cours du XXe siècle. Alors, nous sommes donc de nos jours, de ceux qui sont, comme en a donné l'exemple Raymond Aubrac, qui reste, pour moi personnellement, et pour tous ceux qui partagent mon sentiment, un exemple
qui implique l'honneur et le respect d'un moment de notre histoire qui mérite tout ce que les commentaires de ceux qui se sont exprimés lors de sa disparition. Il y a aussi un autre homme qui est encore vivant et qui est à peu près le même âge que Raymond Aubrac. Il s'agit de Stéphane Hessel, un ami qui a été aussi déporté, que je rencontre souvent parmi les membres du comité d'honneur de la Fédération nationale des déportés et résistants. Stéphane Hessel, avec sa brochure « Indignez-vous », qui contribue lui aussi à sa manière, avec son témoignage et sa persuasion et sa volonté à instruire les nouvelles générations de ces moments de notre histoire qui sont tout à l'honneur de notre peuple. Alors voilà, je m'explique donc sur le programme du Conseil national de la résistance. Je pense que de nos jours, il conserve, comme l'explique Jean-Luc Mélenchon, ce programme dont certains disent qu'il n'a aucun avenir, qui ne présente aucun intérêt aujourd'hui pour nous. Il conserve une valeur d'expérience historique. Et Jean-Luc Mélenchon en parle toujours en disant une valeur d'expérience historique dans la perspective de l'établissement de la 6e République que nous voulons construire tous ensemble. C'est ça comme ça. C'est cette différence fondamentale que nous soumettons à la réflexion de tous ceux qui, en France, tous les citoyens, réfléchissent à ces questions et se demandent comment il faut interpréter les déclarations des uns et des autres. Il est facile de comprendre, sans être expert en économie politique, que l'actuel déclin de la croissance ne provient pas du coût du travail, comme ils le disent. Il ne peut être stoppé ni par l'austérité, ni par la règle constitutionnelle restrictive des droits sociaux, des droits conquis par le peuple, par les travailleurs, par les syndicats. La croissance de la production a besoin d'investissement et de consommation, et surtout intérieure et même d'exportation. La consommation, elle a besoin de pouvoir d'achat pour l'augmentation des salaires, des retraites, par la réduction du chômage, de la précarité. Or, il n'y a qu'un programme, celui du Front de gauche, qui prévoit concrètement une augmentation générale des salaires, des retraites, en portant le SMIC à 1 700 € brut. Cette proposition, contrairement à ce que d'aucuns disent, n'est pas née dans l'imagination démagogique, comme ils disent, de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui s'offusquent de cette proposition ne nous feront pas oublier qu'en mai 68, à moins de 20 minutes de négociation à Grenelle avec le patronat et le gouvernement Pompidou, le SMIC a été augmenté de 31% et le SMAG, service minimum agricole, a été augmenté de 50%. Ce ne sont pas, ce que je dis, ce ne sont pas des on-dit. C'est un témoignage. J'y étais, en tant que représentant de 8 millions de travailleurs en grève. Ils n'ont pas pu résister. Moralité, vivement un président de la République qui soit sensible aux revendications syndicales des travailleurs. Voilà. J'ai voulu être bref, mais je crois que j'en ai dit assez pour vous permettre de comprendre qu'en conscience du désastre économique et social qui résulterait d'un second quinquennat de Sarkozy, et aussi par fidélité à mon passé de résistant, à mon passé de déporté, à mon passé de syndicaliste, je voterai dimanche prochain pour Jean-Luc Mélenchon.